Le monomythe de Campbell est un archétype où un jeune héros ou une jeune héroïne quitte ce quotidien, somme toute banal, afin de répondre à l'appel de l'aventure. Il mettra sa vie en jeu à chacune de ces épreuves où il en sortira grandi et transformé. Mon invité d'aujourd'hui a répondu à l'appel du taekwondo. Guevara est un ancien athlète de haut niveau et meilleur coach français. Pour ces JO de Paris 2024, 3 des 4 athlètes français qualifiés font partie de ses élèves. Sa passion le pousse à se perfectionner, jour après jour, pour en sortir lui aussi, grandi et transformé. Je ne sais pas si la vie a un sens, mais Guevara a décidé de consacrer la sienne au taekwondo et à la transmission de son art. Je suis Vipon Ratikoun et vous êtes sur Monomythe épisode 3. Guevara, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Surtout que tu reviens tout juste de Grèce là. Ouais, tout juste de Grèce, à Athènes. Tu étais pour un athlète ? Oui, j'étais pour la préparation d'un athlète malien. Donc c'est un athlète avec qui je collabore depuis février dernier, 2023. Et donc dans le cadre de sa préparation, puisqu'il est qualifié pour Paris 24, du coup on s'est rendu en Grèce à Athènes chez un ami, Todoris, qui est entraîneur olympique de Grèce. Ok, tu y allais pour les sparring, c'est ça surtout pour lui ? Surtout pour les sparring. C'est important dans cette préparation de pouvoir échanger avec de bons athlètes. Et la facilité à Athènes, c'était que lui, il nous a rassemblé les meilleurs athlètes du moment dans les catégories mi-lourdes, et donc du coup ça nous a permis d'échanger avec pas mal de monde. Ils étaient au moins 7 de sa catégorie et d'un bon niveau. Et du coup, dans la préparation, c'est essentiel. 7 pas du même pays ? Non, c'est 7 grecs. 7 grecs, ok. Ah ouais, 7 grecs. Donc il y avait juste ton athlète qui était pas grec. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et eux, ils sont pas qualifiés au JO 2024, c'est ça ? Ils ont pas réussi à se qualifier au JO. D'ailleurs, c'est un peu une déception pour le pays, parce que eux, ils ont déjà obtenu une médaille d'or au JO d'Athènes. Et donc là, ne pas avoir d'athlète grec pour Paris 24, c'est une vraie déception. Après, les athlètes qui étaient présents, c'est des athlètes qui ont vraiment un bon niveau, parce qu'ils sont vraiment passés à très peu de la qualification. Et surtout, ce qui est important, c'est que, voilà, et ça vraiment, je les remercie pour ça, c'est qu'ils se sont vraiment mis à disposition, ils se sont vraiment impliqués, ils se sont donné corps et âme pour aider Ismaël à faire une médaille à Paris, quoi. Ok, très cool. Ismaël, il représente le Mali, hein, c'est ça ? Il représente le Mali. C'est le seul Malien qualifié pour les JO en taekwondo ? En taekwondo, oui. C'est le seul Malien. Il avait déjà fait les JO de Rio. Ok. C'est un athlète qui a eu une histoire un peu atypique, parce que c'est un athlète qui était précoce et qui a performé très tôt. Et puis pour des raisons personnelles, il a arrêté pendant 8 ans. D'accord. Et donc quand il a voulu reprendre le taekwondo et qu'il a voulu, on va dire, se refixer comme objectif de Paris, il est venu me solliciter. Au départ, c'était pas évident, parce que on était en février 2023, on avait un peu plus d'1 an pour arriver à Paris, donc c'est limite mission impossible. Et donc on a fait du bon boulot, on a assaini pas mal de choses dans son environnement, dans ses relations avec sa fédération, son pays, dans ses objectifs, dans sa vision du taekwondo et dans ce qu'il espérait lui dans le cadre de Paris. Sportivement, c'était important aussi, parce que il s'était arrêté 8 ans, et 8 ans c'est énorme. Le taekwondo entre-temps a beaucoup évolué sur le plan tactique, sur le plan technique, dans tous les domaines, sur le scoring. Donc a beaucoup évolué, et on a fait un gros travail là-dessus. Sur notre collaboration, on a fait la première grande compétition de référence. On a fait les championnats du monde en Azerbaïdjan, à Bakou. Il passe 3 tours en éliminant au premier tour le Turc, une vraie surprise. Et donc il passe 3 tours, et à ce niveau de compétition, c'est vraiment énorme, parce qu'il arrive en quart de finale, c'est énorme. Derrière, il fait des compétitions où il se classe à chaque fois, fait des médailles à chaque fois, jusqu'à après remonter sur le podium d'un championnat continental. Il fait 3e au championnat d'Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Derrière, là, sa plus grosse performance, il fait les Jeux africains à Accra, et il obtient la médaille de bronze aussi. D'accord. Et donc du coup, voilà, c'est une vraie montée en puissance. Entre-temps, on arrive à se qualifier à Dakar pour le Grand Prix de Paris.
Donc voilà, là aujourd'hui, il est ranké avant l'avant-dernier ranking, il était déjà dans les 40 premiers mondiaux. Ce qui est énorme. En un an et demi, on a réussi à le faire passer de la 400e place à la 40e place. C'est juste incroyable. Après 8 ans de pause, quoi. Oui, et c'est juste incroyable. Et là, sur le nouveau, c'est un peu marrant, mais sur le nouveau ranking, donc qui a été remis à jour là au mois de juillet, il est 4e mondial. Ah oui. Ouais, donc c'est incroyable. Mais bon, après c'est les règles du ranking qui fait qu'il est 4e mondial dans sa caté, parce que les JO ne sont pas passés et que les rankings vont tenir compte justement des résultats des JO. Ça marche. Mais en termes de performance, c'est incroyable ce qu'on a fait avec lui. Ok, c'est ouf en un an et demi tout ce que vous avez été capable de faire. Ouais, c'est ouf. Mais c'est pas par hasard qu'il est venu te voir aussi, c'est parce que là aujourd'hui dans le taekwondo français, enfin c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure, sur 4 qualifiés en tant que français, il y en a 3 qui s'entraînent avec toi. Ouais. Il y en a 3 sur 4. Bah, déjà ce qui est remarquable, c'est que une sélection olympique, elle se prépare sur 4 voire 8 ans. Ok. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Los Angeles, c'est les jeunes qui sont cadets juniors. Et donc, derrière Los Angeles, normalement, c'est l'Australie. Eh ben, c'est cette génération-là aussi qu'on va pressentir pour les JO de 2032. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, 2024, c'est un programme fédéral qui est mis en place depuis 6-7 ans. D'accord? En plus, il y a eu la période du Covid. En tout cas, c'est vraiment un programme sportif fédéral qui est réfléchi depuis longtemps. Mmh. Et donc, arriver là, à Paris, sur les 4 athlètes sélectionnés, du coup, il y en a 3 de chez moi. Donc, c'est incroyable parce que avant d'être sélectionnés, c'est des jeunes qui se sont entraînés chez moi, qui sont venus à 14-15 ans chez moi. C'est la première fois que ça t'arrive? Qui ont des profils différents. Non, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Parce que à Tokyo, il y avait déjà eu Althea qui avait été sélectionné. Ouais. Il y avait eu Cyriane et Suleiman qui étaient déjà dans la sélection, mais qui n'avaient pas réussi à se qualifier au tournoi de qualification olympique. Mais il y avait Cyriane qui était déjà en moins de 58, qui avait échoué au pied du quota, parce qu'il l'avait perdu en demi-finale. Okay. Et tu avais Suleiman qui était déjà son remplaçant. Okay. Donc 3 ans plus tard, Suleiman a pris des centimètres et du poids. Et donc il se retrouve à être, on va dire, parmi les 4 meilleurs athlètes français du moment pour Paris. Et Althea à Tokyo avait quand même remporté la médaille de bronze. Ah ouais. Donc c'est pas là, ça va être sa 2e participation. Sa 2e participation, elle avait fait une médaille de bronze à 19 ans. C'était déjà assez précoce. Donc là, elle est dans les favorites. Ah oui, elle est clairement favorite. Ce serait une première pour la France, hein, c'est ça. L'année dernière, elle fait au championnat du monde à Bakou, elle fait championne du monde. Ok. Un championnat du monde qu'elle survole totalement. Elle n'a pas eu d'adversaire, honnêtement, qui lui a posé problème. Aujourd'hui, elle a des capacités physiques, elle a une morphologie, elle a des caractéristiques qui honnêtement lui permettent d'espérer l'or olympique vraiment à Paris. Ce qui serait une première pour la France. Ce qui serait une première pour la France parce qu'elle n'a jamais obtenu de médaille d'or olympique. Et honnêtement, si elle n'a pas l'or olympique, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part dans sa préparation, dans l'optimisation de sa préparation, dans la réflexion de sa préparation, il y a eu un problème. Parce que là, c'est clair et net, on a un bolide. Si elle y arrive pas, c'est qu'il y a eu une épine quelque part, on n'a pas su la voir, on n'a pas su l'enlever, voilà, tu vois. Mais en tout cas, clairement, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour gagner. Et même compte tenu de la concurrence, quand je regarde un peu les athlètes qui vont être présentes en poids lourd, honnêtement, faut se méfier de tout le monde, mais Althea est quand même au-dessus. Tu passes beaucoup de temps à analyser la concurrence en tant qu'entraîneur? J'ai la chance d'avoir un coup d'œil assez efficace. Ok. Parce que, je sais pas, des fois, je vais regarder un combat 15 secondes. Ça va me suffire pour me donner une idée de la concurrente. Et en tout cas, voilà, j'ai un regard assez avisé là-dessus et j'arrive à ne pas rester trop longtemps dessus, mais je regarde. Ouais. J'ai une vraie belle analyse vidéo. Je regarde des trucs
Je regarde des trucs parfois que d'autres ne regardent pas. Je regarde le rythme. Je regarde beaucoup les comment on appelle ça, tout ce qui est corporel. D'accord. Tout ce qui est comment on appelle ça. Il y a Langage non verbal. le langage corporel. Je regarde beaucoup. Avant et après le combat. Avant le combat, pendant le combat, je regarde D'accord. beaucoup ça. Et là dernièrement, j'ai Souleymane hier Souleymane est passé pour faire une analyse vidéo. Il voulait qu'on re-regarde ses combats, qu'on re-regarde les concurrents. Ok. Et du coup, il prend des notes, un peu comme Altea. Altea aussi avait cette habitude-là, c'est que quand on faisait des analyses vidéo, elle prend des notes et puis elle les relit, elle les apprend par cœur. Donc ça, on le fait beaucoup quand même. Et toi et tes athlètes, vous travaillez une stratégie différente par rapport à chaque concurrent. Si vous avez réussi à déceler un truc, vous dites, là, faut plutôt que tu abordes le combat comme ça, contre elle, tu vas le faire différemment. Bah forcément, chaque concurrent, chaque adversaire est différent. Parce que déjà morphologiquement, ils sont différents. Ils ont des capacités physiques différentes. L'autre est souple, l'autre est rapide, l'autre est puissante, l'autre est grande, l'autre est lourde. Voilà, il y a toutes ces caractéristiques sportives qui changent. Donc forcément, la tactique, elle va changer avec. Ouais. Après, la question, c'est plus ce que toi, ton athlète est capable de faire. Ouais, mais ça, c'est à toi de le savoir aussi, non? C'est ça. Et plus on a des athlètes qui sont formés et à qui on a transmis un gros panel technique, tactique, et plus on est en capacité de s'adapter à des adversaires différents. Donc ça, mais oui, ça clairement, on a Un game plan. on a une réflexion là-dessus. Après, les game plans pour les Français, c'est différent parce que moi, je suis pas sur la chaise avec les Français. D'accord. Ce qui veut dire que le game plan, forcément, c'est quelque chose qui normalement devrait être travaillé avec leur coach, avec les coachs fédéraux. D'accord. Mais clairement, moi, avec mon athlète malien, oui, on a un game plan, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qui va pas chez nous, on sait sur les points sur lesquels il faut qu'on s'améliore, on sait déjà les concurrents, ce qu'on doit travailler avec eux. Ouais. Et voilà, c'est tous les détails sont minutieusement travaillés, c'est sûr. Ok. Et là, je me rends pas compte, mais les JO, la médaille d'or olympique, est-ce que c'est le plus haut titre qu'on peut avoir dans le taekwondo ou pas? Bah dans la symbolique, oui, parce que ouais. Okay. là, par exemple, d'un sport à l'autre, c'est différent. Oui. Par exemple, aujourd'hui, au foot, une coupe du monde, c'est le plus haut. Les Jeux Olympiques pour le foot, ça vaut que dalle. Voire même les clubs ne libèrent même pas leurs joueurs pour les laisser y aller, et même ceux qui veulent y participer. Mais pour le taekwondo, qui est une discipline qui reste encore amateur, c'est notre seule fenêtre de tir vers les médias. Okay. Donc tous les 4 ans, on a cette possibilité-là d'exister dans les médias, dans le monde entier. Et cette fenêtre de tir-là, elle est essentielle pour nous. D'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, on a la possibilité pendant 4 jours de parler de moi, par exemple, du club. Le club d'Asnières aujourd'hui va être présent chaque jour. Le 7, c'est Ryan, le 8, Souleymane, le 9, Ismaël et le 10, Altea. Donc, on a la possibilité d'être dans les médias pendant 4 jours. Après ces 4 jours-là, je sais pas quelles seront les occasions de repasser sur les chaînes de grande écoute comme France 2 ou Bein ou autres. Donc voilà, c'est pour ça que pour nous, c'est très, 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 très important, les JO. Ça reste le seul moment où on va pouvoir promouvoir vraiment notre discipline. Pour les athlètes, c'est très important parce que une préparation olympique, c'est sur 4-8 ans. Sur les 4-8 ans de préparation, il y a beaucoup de charges, beaucoup de dépenses, beaucoup de moyens qui doivent être mis à leur disposition pour qu'ils performent. Et ben peut-être que pendant ces Jeux Olympiques là, ça permet de changer un peu l'image du sport, de vendre aussi eux leur image, de changer de statut. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un athlète qui fait une médaille olympique, il change de statut vraiment. Ouais. Et ça, on l'a vécu. Honnêtement, autant avant, je le disais et je savais pas vraiment ce qu'il en était vraiment. Et là, de l'avoir vécu avec Altea qui pourtant était championne du monde, championne d'Europe junior, championne du monde junior, championne du monde senior. Donc, elle avait déjà un gros palmarès. Et quand elle fait sa médaille de bronze au JO à Tokyo, honnêtement, elle change de statut. Elle change de statut. Elle arrive dans un panier qui
qui est la crème des sportifs français. Il y a eu combien de Français médaillés au JO en taekwondo depuis le début? Le taekwondo, historiquement, a toujours ramené des médailles. Ok. Alors, on a eu de l'or, non, on a eu de l'argent et du bronze. Ok. On n'a jamais eu d'or encore. On n'a jamais eu d'or, ouais. Mais quand même, historiquement, on a toujours, le taekwondo a toujours été un pourvoyeur de médailles pour les JO. Donc la France est quand même un pays de taekwondo, tu dirais? Oui, c'est un pays de taekwondo. Il a une belle histoire. Il y a eu des générations un peu plus talentueuses, enfin des générations différentes. Mais chacune de ces générations-là ont su être performants sur les JO. Après, j'ai envie de dire, compte tenu des moyens mis à disposition des athlètes, je trouve que c'est un peu normal d'avoir des médailles. Ok. Quand je regarde moi les moyens dont moi je dispose en tant que club et dont la fédération dispose en tant que fédé avec les pôles, l'INSEP ou autre, honnêtement c'est un peu normal de faire des médailles. Mmh. D'ailleurs, toi t'es tombé comment dans le taekwondo? Alors moi c'est un peu, moi j'ai un profil un peu atypique parce que moi je commence le taekwondo très tard. Je commence à 14 ans. Ok, c'est tard. C'est tard. Donc moi je commence le taekwondo à 14 ans parce que dans cette période-là de ma vie, je suis un peu dissipé. Ok. et pas dissipé mauvais, mais voilà, j'ai les notes qui s'effondrent un petit peu. T'étais pas fixé sur un truc, quoi. Ouais, j'étais pas. Non, en fait. Bon, déjà, moi, je suis réfugié laotien. Ok. Donc, T'es pas né en France? Je suis pas né en France. Je suis né au Laos. D'accord. Donc, notre histoire fait qu'on arrive et qu'on a une situation au Laos et qu'on arrive en France. T'arrives à quel âge, Laurent? J'ai arrivé à 3 ans. Ok. Bon, moi, je suis d'origine laotienne aussi. Ouais. Mais moi, c'est pas la même histoire. C'est mes parents qui sont réfugiés. C'est ça. Donc toi t'es la deuxième génération. Moi je suis la deuxième génération, toi t'es la première. Moi je suis la première donc on n'a génération. pas la même histoire. C'est ça. Donc, t'es né en quelle année? Moi je suis né en 75. Ah oui, quand ça a commencé à péter un peu au Laos, quoi. Ouais, c'est clairement je suis né au moment où, ouais, 75, où ça commence à péter. Depuis que je suis petit, 75 c'est une date que j'ai retenue parce que c'est là où mes parents sont partis, etc. C'est ça. Donc toi t'es parti. Donc nous on se sauve. Ok. On se sauve clairement avec ma famille. On arrive en France. Et en plus, tu sais, moi, je suis d'une famille qui était quand même très connue au Laos, ouais. Parce que mon grand-père était un des gouverneurs du Laos. D'accord, c'est marrant. Ouais, Kampui, Soidarei. Et peut-être que nos grands-pères se connaissent. C'est sûr, parce que la communauté laotienne, parce que mon grand-père paternel était chef des armées royales. C'est ça. Alors, c'est incroyable. C'était le même gouvernement. Et puis mon père était le plus jeune colonel. Ok, ah bah c'est sûr qu'ils se connaissent alors, parce que s'ils sont dans l'armée ensemble. C'est ça. et quand la crise éclate, nous on se sauve et on arrive ici en France dans les années 78. Ok. En Île-de-France? En Île-de-France. Ok. Donc de vagues souvenirs. À un moment donné, on était à Créteil, tout ça. Et puis après, on a atterri à Gennevilliers. Ok. Et là, t'es toujours à Gennevilliers aujourd'hui? Non. Oui, c'est toujours à Gennevilliers. Donc depuis combien d'années t'es à Gennevilliers? Oh, depuis, ouais, j'en sais rien, depuis dans les années 80, je pense. 80, ah ouais. 82. Ah ouais. J'arrive t'as dû voir Gennevilliers changer alors? Oui, énormément. Je l'ai vu changer et puis en plus, l'histoire de Gennevilliers, c'est, tu sais, t'as les bidonvilles de Nanterre qui étaient à côté, avec l'immigration algérienne. Et donc, la cité dans laquelle moi j'ai grandi, la cité rouge, la cité des 3F, c'était clairement les blocs qui étaient faits pour toute cette période-là, d'après bidonville. D'accord. Et donc nous on a grandi dans ça. Et puis quand tu viens d'une famille qui était entre guillemets aisée au Laos et que tu arrives dans des quartiers, dans des cités, tes parents, au final on était, je me rappelle pas, mais on était une dizaine dans un appartement. Tout le monde se rassemblait dans l'appart. On était beaucoup. Okay. C'était beaucoup. Okay. Donc c'est une enfance qui était. J'ai des bons souvenirs de cette enfance-là, mais c'est une enfance où voilà, on n'a pas trop de moyens. On essaye de. Tu sais, nos parents, ils ont le souci de nous éduquer en essayant de nous sensibiliser sur le fait de réussir notre vie, parce que ils ont fait de gros sacrifices pour qu'on vienne. Et puis que toi, quand t'es petit, t'as pas forcément la compréhension de ça et tu te rends pas compte de ce qu'ils ont quitté. Ouais. Tu vois.
Et donc t'es amené à être un jeune qui grandit dans les banlieues et voilà et donc cette période là un peu difficile pour moi. J'ai mon oncle qui me dit écoute jusqu'à aujourd'hui t'as toujours voulu faire du sport, tu voulais faire du sport au foot quand t'étais jeune et on n'avait pas les moyens et là du coup bon on va se donner les moyens de te faire du sport mais tu travailles bien à l'école. Donc du coup ça m'avait vachement motivé. Ok. Et j'avais tous mes oncles qui faisaient de la boxe thaï. Ouais, normal. Et comme moi aussi. tous mes oncles faisaient de la boxe thaï. C'est normal. Et donc j'arrive à Gennevilliers, Ouais. au parc des Sévines, t'avais la boxe thaï, et j'arrive et je rentre et moi je dis je veux faire de la boxe thaï. Et mon oncle, il est pas convaincu, il dit non, j'aime pas l'ambiance, j'aime pas le truc. Et la boxe thaï. Les années quoi, 80, 90? Non. 89. Et c'était comment la boxe thaï à l'époque moi, je suis né en 89, donc je sais pas quoi ça ressemble. La boxe thaï, c'était déjà c'était un art martial qui venait de Thaïlande et C'est beaucoup les réfugiés là ou qui l'ont ramené, je crois. Moi, mes oncles, Mon père me disait ça. mes oncles faisaient partie de tout ce qui était organisation des galas, Canal+, et tout ça. Ok. Donc il y avait Samsung, tout ça à l'époque. Ouais. Donc il y avait une vraie émulation autour de la boxe thaï, comme aujourd'hui il y a une émulation autour de l'UFC ou du Ouais. MMA. Ouais. Et donc c'est une discipline qui a énormément explosé dans les banlieues, dans les quartiers, parce que c'est rien, c'est efficace. ça répondait à un besoin, une envie ou j'en sais rien, mais en tout cas voilà, Ouais. ça a super bien fonctionné à cette époque. Et donc quand j'arrive dans cette salle, mon oncle me dit non, j'ai pas envie que tu fasses ça. Et en face, la porte d'en face, il y a du taekwondo. Ok. Et j'ai mon voisin du dessous qui faisait du taekwondo. Ok. Moustapha qui faisait du taekwondo et du coup je dis bah vas-y viens on essaye cette discipline et je rentre, je fais un cours, je tombe amoureux de ce sport Dès le premier cours. dès le premier cours. Je sais pas si c'est parce que c'était mon premier sport en club ou c'est le sport en lui-même qui m'a plu, mais je suis tombé amoureux de ce sport. Trop bien. Et donc les premiers entraînements, j'y allais, j'étais excité, j'étais pressé d'arriver au prochain entraînement. En plus, t'étais assez âgé déjà, comme tu me disais. 14 ans. Les autres qui étaient avec toi, ils avaient commencé plus jeunes. Les autres qui étaient avec moi, donc j'arrive dans une salle où t'as des gars de mon âge qui sont déjà ceinture rouge, qui sont souples, qui font des beaux coups de pied, donc tu vois, tu t'arrives, Et toi, ça t'a pas frustré? Non, ça m'a motivé. Ouais, ok. Tu l'as Parce que, pris comme ça. En fait. Voilà, je me suis dit, tu sais, moi j'ai eu cette maturité là. Ok. C'est-à-dire quand j'ai fait ma première séance, je suis tellement tombé passionné de cette discipline que je voulais progresser vite et je voulais devenir fort vite. Ouais. Et donc, j'ai eu cette maturité-là de me dire, voilà, ces mecs-là, ils ont mon âge, mais ils ont commencé 6 ans avant moi. Ouais. Ils s'entraînent 2-3 fois par semaine, 1 heure. Ouais. 6 mois, je veux les rattraper, je dois m'entraîner combien d'heures par semaine, par jour pour pouvoir y arriver. Ok. Donc, je me suis dit, voilà, si je m'entraîne tous les jours, ah ben, du coup, en 1 semaine, je vais faire ce que lui, il faisait en 2 semaines. Si je m'entraîne 2 fois par jour, en 1 semaine, je vais faire, je multipliais. Okay. Et au final, j'ai eu cette maturité-là de me dire que la charge de travail que j'allais m'infliger allait me permettre de rattraper le temps. Et ce qui était plutôt un bon calcul, parce que moi, je commence le taekwondo en septembre. Au mois d'octobre, je participe à une première compétition qui est Attends, 1 mois après quoi? 1 mois après, on s'entraîne, mais de fou furieux. Je vais courir le dimanche, je m'entraîne le soir. Le soir, je m'endors, j'ai des images de moi en train de faire le grand écart dans mon lit et m'endormir en grand écart latéral parce que je me dis, ouais, si j'arrive à m'endormir sur cette position-là et rester toute la nuit T'étais dans cette souple position. naturellement déjà ou pas? J'étais un peu souple naturellement, mais quand même, j'ai travaillé pour finir mes écarts. Mais j'ai comme un gamin, quoi. Ouais. J'allais sur le chemin de l'école, je marchais et j'armais mon genou, je travaillais mon équilibre, mes rotations sur le bord du trottoir. Donc voilà, comme un fou, j'étais dans la récré, les gens ils allaient peut-être jouer au foot ou autre, moi je me cachais, je faisais des coups de pied. Ok. Ouais. Donc voilà, vraiment passionné, comme un fou. Et voilà, j'ai toujours eu cette maturité-là de me dire qu'il fallait que je fasse plus pour rattraper. Et donc, à cette première compétition, je me rappelle, tu sais, j'ai mon premier maître qui s'appelle Shindavong Valley. Et pour l'anecdote, incroyable mais vrai, là, j'ai ce maître-là, Valley, qui s'est fait virer de son dojo. Tu vois, une histoire malheureuse parce qu'il est dans un dojo depuis 40 ans dans un club omnisport et puis tu vois, t'as des jeunes qui viennent qui ont les dents longues et qui le mettent à la porte. Au final, le gars, il a pas de club.
Et là où je suis fier, c'est que voilà, je l'ai appelé, on avait renoué les relations bien avant, et puis je lui ai dit, écoute, tu peux pas ne pas être sans salle. Tu viens te licencier chez moi, c'est impossible que tu te retrouves sans licence et que tu prennes une licence ailleurs. Et donc du coup, je récupère mon maître et qui vient de temps en temps entraîner et transmettre un petit peu aux jeunes. C'est ton premier maître? C'est mon seul maître. C'est ton seul maître? C'est mon seul maître. Qu'un seul maître tout Voilà, j'ai eu qu'un seul maître. Moi, j'ai commencé en 89 avec lui, 89-90, et j'ouvre mon club en 95. Donc je suis pas resté longtemps avec lui. Ouais, mais j'ai commencé chez lui. Ok. Et donc sur cette première compétition, il demande un petit peu à tout le monde qui veut faire la compétition. Et t'as les ceintures noires, ceintures rouges qui se lèvent. On n'était pas nombreux, une dizaine. Et moi, je suis ceinture blanche. Je me rappelle encore, je regarde le sol et tout. Je réfléchis et je me dis, vas-y, je m'en fous, je me lève. J'y vais. Parce que c'est pas par ceinture la compétition. Non, il a demandé à tout le monde. Mais genre, le jour de la compétition, tu peux affronter un ceinture noire alors que t'es ceinture blanche. Oui, voilà. Okay. Et donc, du coup, moi, je me lève, je me mets au milieu et puis il me regarde avec un léger sourire. Il me dit, mais toi, tu veux combattre? Et moi, je dis rien. Je suis un peu gêné, à deux doigts de retourner m'asseoir. Et puis, je sais pas, je me dis, ma tête, je m'en fous, j'aime ça, je vais y aller. Je veux lui montrer qu'il a tort. Et puis j'y vais. Je fais mes 3 premiers combats, je crois que je mets 2 KO, je gagne. Ah, tu gagnes direct? Oh ouais, je gagne direct. Du coup, quand je reviens, il fait un débrief, voilà, lui bien, lui pas bien, lui très bien, il me donne la ceinture bleue. Un mois après, il y a les championnats d'Île-de-France. Ok. Je refais la compétition. Donc du coup, pour les championnats d'Île-de-France, j'y vais et pareil, je fais un hold-up. Tu gagnes tout? Je gagne tout le monde. Je me rappelle à ce championnat, t'avais des mecs qui étaient ceinture rouge dans la salle d'échauffement, ils faisaient des coups de pied incroyables. Techniquement et tout ça. J'arrive, je les démonte. T'as vu, je fais des combats, j'arrive à placer des trucs incroyables. Ok. Et là, tu sens que t'aimes la compétition, là. Et j'aime la compétition et j'aime bien, et on avait une ambiance avec tous les potes de l'époque. Ouais. On était des bagarreurs, on aimait ça. Quand on entendait nos noms, on criait tellement on était content d'entendre nos noms. Tu sais, parce qu'au taekwondo, ils te disent aire de combat numéro 1, Egvara, plastron bleu. Et nous, on avait hâte qu'on prononce notre nom. Et quand on prononçait notre nom, t'avais un cri, les gens ils criaient, oh, super bateau, et tout. Et donc, j'ai gagné cette compète. Ok, Île-de-France alors. Île-de-France. Je reviens, il me donne la ceinture rouge. Et donc on continue, on arrive au mois de mars, les championnats de France, mes premiers championnats de France à Montpellier. Ah, Montpellier, ok. Montpellier. Je viens de Montpellier, moi. Voilà, premier championnat de France à Montpellier. J'arrive. Donc c'est toujours ta première année de... Ma première année, là. Je commence au mois de septembre. Tu vas au championnat de France. Je vais au championnat de France. Ok. J'arrive au championnat de France, je monte sur la balance, je pèse à l'époque 46 kilos et c'était la limite entre les moins de 46 et les moins de 50. Ok. Et l'arbitre à l'époque me dit, ouais, tu peux choisir entre les moins de 46 ou boire un peu, aller en moins de 50. Et moi, l'insouciance de l'époque, je dis, mais où est-ce qu'il y a le plus de monde? Parce que je voulais combattre, moi. Ouais. Et il me dit, ouais, ben en moins de 50, il y a plus de monde. Je dis, allez, ben je bois et je vais en moins de 50. Alors que t'es en bas de la catégorie. Alors que je suis en bas de la catégorie. Et je gagne la compétition. Et tu gagnes le championnat de France? Donc je suis champion de France. T'es champion de France en moins d'1 an de pratique. En moins d'1 an de pratique. Et du coup, je rentre, il me félicite, il me conforte dans la ceinture rouge et tout. Et quelques semaines après, je reçois une convocation de l'équipe de France et je suis convoqué pour les championnats d'Europe, pour un stage de préparation pour les championnats d'Europe junior. Donc moi, je suis cadet et je suis sélectionné pour être surclassé en junior au mois d'avril. Ok. J'arrive au stage au mois d'avril, c'était à Montricondé. Et à ce stage-là, on fait un premier stage et tout se passe bien. Puis on en refait un autre à Toulouse. Et au mois de peut-être mai, on en fait un autre à Toulouse. Et puis je passe ma ceinture noire officielle. Et comme moi, je suis un fou furieux, entre le mois de septembre et le mois de mai, j'y connaissais déjà tous mes pouncés. Okay. Sur les livres, c'était, mais j'avais pas besoin de ça pour combattre. Mais tu peux expliquer ce que c'est un pouncé? Moi, je vois ce que c'est, mais tu peux expliquer ce que c'est un pouncé? En fait, dans le taekwondo, pour passer les grades, t'as des pouncés. C'est une chorégraphie de gestes. Et à chaque fois, pour passer la ceinture jaune, t'as le premier pouncé. La ceinture suivante, t'as 2 pouncés, etc. Pour être ceinture noire, il faut connaître 8 pouncés, plus des techniques de self-défense, des combats, etc. Et il y a tes résultats en compétition aussi ou pas? Les résultats en compétition, ils te donnent quelques points. Ok. Et moi, j'avais déjà le titre de champion de France qui m'avait donné quelques points. Mais est-ce que tu peux être ceinture noire de taekwondo sans jamais faire de compétition? C'est possible ça ou pas? Oui. Okay. Oui. T'as beaucoup de gens qui sont ceinture noire qui n'ont jamais fait de compétition. Okay. Comme t'as des gens qui sont ceinture noire qui n'ont jamais fait de pouncé. Oui, c'est d'accord. En fait, t'as un phénomène aussi qui arrive, c'est que, par exemple, pour les clubs qui sont très axés sur la compétition, comme le nôtre, il arrive que des fois, les jeunes, quand ils arrivent, ils sont tout de suite
ils plongent tout de suite dans le bain des compétitions. Ouais. Quand ils sont forts, ils arrivent, ils sont sélectionnés en équipe de France, ils connaissent pas forcément de Pounce, mais s'ils sont sélectionnés pour faire les championnats d'Europe ou les championnats du monde cadet ou junior, forcément, on leur donne la ceinture noire parce que c'est un grade obligatoire pour participer à ces compétitions. Et donc, il arrive parfois qu'il y ait des athlètes qui connaissent même pas un blocage, mais qui sont ceinture noire. Marrant. Mais bon, c'est une exception liée à la performance sportive. Et donc, voilà, je fais une superbe saison dès la première année. Et du coup, je suis ceinture noire. Et puis, septembre suivant, j'arrive, je demande à mon maître, est-ce que je peux porter la ceinture noire puisque j'ai la ceinture noire avec l'équipe de France. Et il me dit oui. Et puis, au bout de quelques mois, il me propose de venir donner des cours. Ok. Et moi, j'ai 15-16 ans. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, j'aime ça. J'aime ça, donner des cours parce que pour rattraper le temps perdu, j'ai dû apprendre efficacement et j'ai dû trouver des choses pour me faire progresser. Ouais. C'est-à-dire que quand je faisais des cours, des fois, on me montrait des choses et je disais, mais comment moi, je vais le faire progresser, ce mouvement-là? Comment moi, tactiquement, je vais faire pour trouver des solutions là et là et là. Et donc, j'ai toujours eu, moi, cette réflexion. C'est pour ça que je te dis, t'as un bon œil aussi. J'ai un profil vraiment atypique et j'ai vraiment eu cette vista-là très tôt. Ok. Et donc, j'ai toujours réfléchi à chacun de mes mouvements. Comment est-ce que le mouvement, on va le détailler pour que on travaille chaque moment du mouvement pour arriver à la perfection. Ok. Donc, j'ai toujours eu ça. Et quand il m'a proposé d'entraîner, évidemment, j'ai dit oui et j'ai enseigné. Et là, t'as aimé aussi l'enseignement à part? Oui, j'ai aimé l'enseignement et puis ça te forge en tant que personne, tu vois. Moi, j'ai fait mes premiers cours, j'avais 15-16 ans et je me retrouve à faire des cours à des mecs qui sont ceinture noire après ma deuxième année à peine de pratique. Je me rappelle du premier cours qu'il m'a confié et je commence l'entraînement et je vois que ça parle un petit peu au fond, tu vois, ça respecte pas, on se dit ouais, c'est qui ce petit? Et je me rappelle que j'arrête le cours en plein milieu et je mets tout le monde au fond et j'ai écouté les gars, c'est pas moi qui ai demandé d'être là, c'est Vali qui m'a demandé de faire le cours. Donc si Vali m'a demandé de faire le cours, c'est qu'il voit en moi quelque chose et qu'il voit que je suis capable de vous transmettre quelque chose. Si vous êtes pas capable de voir ça, faut aller voir Vali. Mais moi, je vais faire le cours. Par contre, ceux qui veulent pas, qui acceptent pas que je les entraîne, il faut sortir. Et tu vois, à cette époque-là, je me rappelle, les gars m'avaient regardé un peu de haut en disant, il est sérieux, ce petit, il est pas sérieux. Puis finalement, ils sont tous restés. Et quand ils sont restés, après, ils ont fait un cours formidable, ils ont aimé. Puis petit à petit, c'est eux qui me demandaient, ouais, quand est-ce que tu refais le cours? Ah, tu le refais. Puis on a eu une génération où je me suis retrouvé, moi, à coacher des gars qui étaient plus grands que moi. Et je crois qu'on fait un record pour le club parce qu'on remporte plein de titres de champion de France déjà avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Et voilà. Donc c'est incroyable. Et puis moi j'arrive, après la génération de mon maître, c'est moi le premier à être rentré en équipe de France. Ok. Après il y a d'autres qui m'ont suivi, mais j'étais le premier. Pourtant j'étais cadet, surclassé en junior. Ouais. Quand je suis monté sur junior, j'étais surclassé senior. Donc tu sais, en équipe de France, les gens avaient tendance de penser que j'étais vieux, mais en vérité j'étais jeune, juste parce que j'étais tôt. Ouais. Voilà. Ok. Donc incroyable, voilà cette histoire qui m'a amené à un moment à l'entraînement, à être entraîneur. Et toi, t'as créé ton club, tu as dit 6 ans plus tard, c'est ça, après? J'ai créé mon club en 95, donc je commence en 89-90 et je crée mon club en 95. T'as ressenti ce besoin de créer ton propre club parce que tu donnais déjà des cours avec ton entraîneur? Je donnais des cours avec mon entraîneur pour tout te dire. Il y a eu un différend avec le président de l'époque. Ok. Donc il y a eu un différend avec le président de l'époque, il avait fait des réunions avec tous les confirmés, il m'avait un peu manqué de respect, il m'avait dit des choses qui n'étaient pas acceptables. Et du haut de mes 16 ans, c'était pas acceptable pour moi parce que je me voyais pas moi continuer à entraîner dans un club où tu n'es pas respecté, où je suis pas respecté par mon président et surtout il m'avait manqué de respect devant les autres. Et puis en plus on a failli en arriver aux mains, donc moi t'as vu, j'arrive à 16 ans, je me laisse pas faire et en plus c'était injustifié et tout, et on s'est dit les choses. Et de là moi j'ai dit écoute, moi je peux pas continuer ici parce que j'ai ma fierté et ma dignité avant tout. Normal. Donc moi j'avais été voir mon entraîneur à l'époque, je lui avais dit écoute, tu choisis, ou tu me choisis lui ou tu choisis moi. Tu peux pas avoir les deux. Et à l'époque lui, elle avait fait le choix de garder son président parce que c'était une stabilité administrative, financière, tout ça. Okay.
Et donc du coup, je lui ai dit très clairement, je dis écoute, là si tu prends lui, sache que moi je vais créer ma section et je vais ouvrir ma section. Et donc du coup, j'ai tout de suite eu l'opportunité de créer ma section dans la ville voisine à Asnières. Et j'étais à la fac. Ouais, c'est ça, je devais avoir ouais, c'est ça, 17, 18 ans, 19 ans. 95, t'as dit? Ouais, 95. Ouais, tu dois avoir 20 ans, non? Non, je suis né en 75. Ok. En 75, donc ça s'est fait peut-être quand j'avais 18 ans, il a fallu un peu de temps, le truc et tout ça, le temps de... Tu sais, c'est quand même un moment pas facile parce que t'as rien qui te donne envie de partir, mais tu dois partir parce que tu dois repartir de zéro aussi. Voilà, et tu dois repartir de zéro. Et du coup, je suis à la fac. Je fais mon dossier. Tu te sens très frustré à ce moment-là? Pas frustré, mais tellement passionné par le taekwondo que je me dis ouais, comment je fais pour la suite. Okay. Comment je fais pour continuer à m'entraîner, comment je fais pour continuer à... Et j'étais jeune, j'étais fort, je gagnais tout. Ouais. Donc l'idée c'était de continuer et de pas avoir de coup de frein. Ouais. Et donc quand j'ai eu un rendez-vous avec le maire adjoint des sports à l'époque de la ville d'Asnières, je me suis pressé de faire un dossier, j'ai fait un truc béton et tout, et je suis arrivé, j'ai défendu mon bout de gras. Et le gars à 18-19 ans, il me confie des créneaux, une salle. Et après on est resté très proches parce que pour l'anecdote, il m'avait dit à l'époque, il m'a dit écoute, tu sais, quand après 5 ou 6 années d'existence, ouais, on se lie d'amitié avec l'élu, avec d'autres personnages politiques importants, et avec Madame Blanche, une dame, je sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui, mais c'était une personne, une politique importante à l'époque à Asnières. Et on discutait de l'évolution du club et puis quand on discutait, elle disait ouais, tu sais, avec Jean-Claude Désert à l'époque, quand on t'a donné les créneaux, on pensait que t'allais faire 1 an, que t'allais te planter, ça fait quasiment 30 ans là. Ouais, que t'allais te planter et qu'on allait oublier vite fait quoi. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait, tu sais, t'as tous les dispositifs d'État et il fallait promouvoir des projets émergents de jeunes de quartier. Et moi, j'arrive avec mon dossier, donc je coche carrément la case, tu vois. À l'époque, tu sais pas ça. Et donc, dès la première année, on a 70 adhérents. Moi, je regagne mon titre de champion de France. Je forme très vite des athlètes. J'ai cette capacité-là. Et puis, j'avais certains autres athlètes du club de Gennevilliers qui m'avaient aussi suivi parce qu'ils avaient connaissance. Puis ils avaient connaissance de ce qui s'était passé. Et puis, ils aimaient bien mes cours aussi. Puis, on a eu des titres de champion de France très vite. La première année, 70. La deuxième année, 130. La troisième année, 190, 200. Okay, ouais. Donc, on n'a pas arrêté de grandir, on n'a pas arrêté de se structurer, on a toujours passé des paliers sportivement, on a remporté des titres de champion de France. Donc je suis pas peu fier d'avoir formé toute une génération de jeunes qui sont issus de quartiers populaires à qui on a pu permettre de vivre, tu sais, une carrière de haut niveau, être sur les listes de haut niveau, d'avoir d'autres horizons, d'avoir d'autres opportunités. Donc ça, je suis très fier de ça. On a eu beaucoup de gens qui ont été issus de ces quartiers-là, qui ont été champions de France, qui ont connu des réussites positives, qui sont aujourd'hui PDG, restaurateurs, qui ont ouvert 8 restaurants, des avocats, des médecins. Donc on a pas mal de sorties positives au-delà des médailles. On a vraiment un gros impact sur le plan social, éducatif et sportif. Et ça, je suis très très fier de cette réussite-là. Autant même que les médailles. Que les médailles, ouais. Autant que les médailles. Honnêtement, les sorties positives qu'on a, voilà, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a des jeunes athlètes qui s'entraînaient chez nous tôt et qui nous ramènent leurs enfants. Donc tu vois, c'est un vrai gage de loyauté et puis de reconnaissance. Et l'école de la vie un peu. Et exactement. Et souvent les gens nous disent souvent, voilà, nous au-delà des médailles, vraiment tu permets et tu accompagnes les jeunes dans leur épanouissement, dans leur réussite, que ce soit de la vie scolaire, sportive. Donc ça, franchement, je suis vraiment fier de ça. C'est ce qui s'est passé pour toi aussi, hein, à peu près. Oui, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est vrai que le taekwondo aujourd'hui, ça m'a donné beaucoup. On parlait tout à l'heure de nos origines laotiennes. Tu sais, quand tu viens d'une immigration, tes parents ils viennent,
Ils veulent que tu sois médecin, ils veulent que tu sois docteur. Tu sais, on a dû te dire ça, ouais, il faut que tu deviennes docteur. Puis en plus, les familles, elles se comparent. L'autre, il est docteur, l'autre, il est ça. Donc, tu sais, moi, je viens d'une génération où t'as le poids de l'héritage de la famille qui est très fort. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Je sais que quand t'es jeune et que t'es pas dans des hautes études et que t'es pas dans des études de médecine, bah des fois c'est dur parce que tu as le regard des autres. Et moi ma carrière sportive, elle a pas été reconnue tout de suite. Tu vois, ma mère m'a jamais vu en combat. Ma mère m'a jamais vu combattre. Tu vois. Par contre mes enfants, ma mère vient les voir en compétition. Tu sais, moi j'ai 5 enfants. Son regard a changé là-dessus. Ouais. Moi j'ai 5 enfants et les 4 qui sont en âge de combattre, ils sont tous en équipe de France et ils sont tous voilà, mes 2 grandes filles, elles sont dans les 20 premières au monde. Donc elles sont passées à ça de la qualification de Paris. Je pense qu'avec une autre stratégie fédérale, elles auraient pu être très très proches. Et donc voilà, aujourd'hui ma mère elle suit à fond et c'est une vraie fierté pour toute la famille. Beau, hein. Mais c'était pas le cas forcément avec pour moi. Ouais. Parce que moi, je pense que si j'avais dit à ma mère que j'étais médecin, peut-être elle aurait été plus fière. Aujourd'hui, non, elle a changé sa vision, mais c'est beau. Voilà. C'est bien. Mais voilà, nous, notre génération, on a beaucoup, pas souffert, mais on a beaucoup, on a préparé le terrain, on va dire, pour la génération d'après. Oui, et puis on n'a pas forcément compris assez tôt. Ouais. Tu vois, parce que quand tu viens et que tu es issu d'une immigration, même si tu portes l'espoir de toute une famille, de toute une communauté, ça toi quand t'as 5, 6, 7, 8 ans, tu grandis au milieu de tes potes et tout au quartier, t'as pas ça. Tu vois, t'as pas cette maturité là. Tu vois. Et bizarrement, la maturité que moi j'ai eue au taekwondo, ça m'a permis moi d'avoir ça, cette vision là. Ouais. Et très vite, quand je grandis, je comprends ça. Je comprends en fait la frustration de mon grand-père ou de mes parents, et je comprends les espoirs qu'ils avaient fondés sur nous. Et justement, ma réussite, la réussite sportive, ça a permis aussi aux générations de nos parents de comprendre que la réussite, elle était multiple en fait, elle était diverse, et qu'il n'y avait pas une réussite type, mais qu'il y avait plein de réussites. Et aujourd'hui, tu vois, même dans la communauté laotienne, les parents, la mentalité de nos parents ont beaucoup évolué. Tu vois, et nos parents avant, fallait pas être en bas, fallait pas parler aux autres, fallait rester qu'entre nous. Et ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, j'ai mes petites cousines qui sont mariées avec des gens qui sont pas laotiens. Tu vois, donc la mixité dans le mariage, tout ça, c'est une vraie évolution. Ouais. Et ça, je pense que c'est sociétal, hein, parce que ça, c'est tout. Aujourd'hui, la France, c'est un des pays le plus métis qu'il y a. Tu regardes aujourd'hui, toutes les origines se mélangent. Et c'est cette nouvelle génération qui veut ça. Et donc, voilà, le fait d'avoir fait du sport de haut niveau, ça a permis cette évolution-là. Et donc là, en fait, là, on a un peu un moment fatidique pour toi aussi sur ton parcours. C'est-à-dire que si tout ton travail que t'as fait, à la fois social, à la fois sportif, etc., il va peut-être se concrétiser cet été avec peut-être un titre olympique. Ça serait beau, quoi. Ça serait une bonne... tu vois, depuis le départ où t'as monté ta structure à 18-20 ans, qui partait de zéro, tu vois, toute ta passion, etc. 30 ans plus tard, c'est maintenant que les fruits vont peut-être arriver cet été. Je sais pas, comment tu le vis, toi? Moi, je le vois pas comme ça, parce que... Ok. Comme je te disais tout à l'heure, moi, la réussite, je la vois pas qu'à travers la médaille. À travers les titres. Donc, c'est ça. Donc, pour toi, les JO, c'est juste... C'est pas une compétition différente des autres? Si, c'est une compétition différente des autres, parce que c'est une compétition qui nous permet de mettre en avant, de nous mettre en avant, de promouvoir notre travail, le club. Donc là, c'est tes deuxième JO. Hein. C'est mes deuxièmes JO. Est-ce qu'il y a un truc différent que ce soit à Paris cette fois-ci? Ou ça te fait, Ah non, mais à Paris, c'est magnifique. Ouais. Déjà, à Paris, le comité olympique a fait un super boulot, parce que déjà, ils ont pris plein de patrimoine français, et ils ont mis des compétitions à l'intérieur. Le taekwondo, ça va être au Grand Palais. C'est beau. Donc le Grand Palais était en travaux depuis je sais pas combien d'années.
Là, il va réouvrir, il va accueillir l'escrime dans un premier temps, puis le taekwondo. Donc, rappelez-moi les dates déjà, c'est le 7. Le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc, c'est tout juste incroyable. Et puis, le Grand Palais, moi, j'y avais été pour des expositions ou autres. C'est magnifique, c'est un patrimoine de France. Ouais. Nous qui avons grandi en banlieue à Gennevilliers, quand on allait sur les champs, sur le Trocadéro, on marchait, on faisait l'aller-retour de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. Et là, de se dire que vous allez représenter la France. On va représenter la France dans ce patrimoine. Et moi, je vais même représenter le Mali, t'imagines? Ouais. Donc voilà, représenter ton pays. Ouais. Au Grand Palais, c'est dans la symbolique, c'est juste incroyable. Donc il y a un truc qui se passe quand même. Ah oui, et ces athlètes, ils se rendent compte parce qu'ils sont quand même jeunes, tu vois, encore tes athlètes. Oui, en fait, ils se rendent compte parce que déjà, Althea, elle a pas commencé le taekwondo avec moi. Elle a quel âge, Althea? Althea, elle a 23 ans. Okay. Althea, elle a commencé le taekwondo à Épinay. Okay. Et quand elle est en 2016-2017, la saison 2016-2017, elle vient au forum des associations avec sa mère. Elle me dit, elle veut faire du taekwondo. Donc moi, je vois qu'elle a un bon gabarit. Et puis il y a Souleymane qui la connaissait parce qu'ils étaient en équipe de France ensemble en junior. Il me dit, ouais, je la connais, je l'ai vue en stage. Et moi, je dis, mais Souleymane, tu l'as vue en stage, elle est forte, elle est pas forte, elle comment? Il me dit, bon, ouais. Elle me dit, ouais, elle est là, elle est, en tout cas, elle est en équipe de France. Et moi, tu sais, je fais pas attention, parce que moi, je regarde pas forcément les autres clubs ou les autres athlètes. Et puis, je lui pose la question, je dis, bon, c'est quoi ton niveau? Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait au championnat de France? Et puis, elle me dit, j'ai perdu en quart de finale. Je dis, tu perds en quart de finale contre qui? Elle me dit, elle perd en quart de finale contre une fille. Et cette fille-là, elle avait fait une médaille. Et cette fille-là, je la trouvais pas super forte. Ok. Donc moi, je fais le lien et je me dis, attends, si elle a perdu contre elle, c'est qu'elle est loin. Ok. Tu vois? Et donc, je lui dis, bah, écoute, tu viens et puis tu t'inscris et puis on verra. Et puis je la mets dans le groupe des ados avec les jeunes de son âge. Donc elle fait 2 entraînements par semaine et tout. Elle fait un début de saison là-dessus. Et puis nous, l'équipe élite, on va en Pologne pour faire un Open. Ok. Et quand on va en Pologne, elle me dit, moi aussi, j'y vais. Je dis, mais attends, pourquoi tu m'as pas dit que tu vas avec qui? Elle me dit, je suis sélectionné avec l'équipe de France. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu évoluais à ce niveau? Il me dit, je sais pas, je te le dis là. Donc derrière, on a 3 semaines. Je l'intègre dans le groupe élite, donc elle se retrouve de 2 entraînements par semaine à tous les jours. Okay. Et donc on travaille sur certains points. Je lui dis, écoute, pour ces 3 semaines-là, on va axer notre travail que sur ça. Tu vas te focaliser que sur ça, etc., etc. Et à cette compétition-là, je crois, elle fait 2e. Et moi, je suis là-bas et tu vois, je suis un petit peu dans les tribunes. J'essaie de lui demander des choses qu'on a travaillé au club. Et puis ça se passe bien. Derrière ça, on continue le travail et puis on fait une super saison. On ramasse tout, on prend tout. Et peut-être 6 mois, 8 mois après, elle devient championne d'Europe junior, championne du monde junior. C'est un gros truc. Je trouve qu'elle a eu un déclic, justement. Ou... Ouais, elle a eu un déclic parce que là où est-ce qu'elle était, elle avait pas le programme sportif qu'il fallait pour qu'elle passe ces paliers-là. Ok. Et pour comme preuve, là où est-ce qu'elle perdait contre une fille qui était pas top, ouais. L'année d'après au championnat de France, elle écrase tout le monde. Ok. Tu vois, donc elle a vraiment passé un palier avec nous. Et l'année d'après, elle est sollicitée pour intégrer l'INSEP. Ok. Elle voulait pas y aller. Ok. Donc tactiquement, stratégiquement, je lui avais dit, écoute, tu peux pas savoir si tu seras bien là-bas ou pas. Il faut y aller et tu te rendras compte par toi-même. Donc on avait pas mal travaillé avec le DTN, le DTN, et puis on avait essayé de l'aider à appréhender cette intégration-là. Puis elle l'a intégré et elle a fait 1 an là-bas. Ça s'est pas super bien passé. La concurrence était difficile parce que pour les Jeux de Tokyo, il la pressentait pas du tout. Okay. Il pressentait 2 autres athlètes. Il y avait Abignari qui avait fait une médaille d'argent aux Jeux à Rio. Et puis Magda aussi, qui était la remplaçante d'Abi. Donc c'était, on va dire, les piliers de l'équipe de France féminine à l'époque. Moi, je me battais pour que elle puisse exister et qu'elle puisse avoir sa chance. Puis on me faisait comprendre que c'était pas le moment, qu'on visait Paris avec elle. Mais toi, tu voulais qu'elle parte à Tokyo? Ah ouais, moi qu'elle aille aux Jeux de Tokyo. Moi, j'étais convaincu qu'elle était capable de faire quelque chose. Ok. Et puis ça s'est mal passé. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie de l'INSEP.
Okay. Donc ça c'est la rupture était pas facile parce qu'elle voulait carrément arrêter le taekwondo. Ah ouais. Elle était vraiment une vraie déception. Toi, comment tu gères, toi, quand t'as ton athlète qui arrive dans un moment comme ça de crise entre guillemets? Bah, je parle beaucoup, moi, avec mes athlètes. Parce qu'il faut que tu sois quand même, voilà. Moi, il n'y a pas que l'aspect taekwondo, tu vois, tout ça. Moi, en fait, j'ai une approche très psychologique, très mentale du haut niveau et de l'entraînement. Ok. Et donc, du coup, on discute beaucoup avec elle et je lui dis, écoute, t'as le talent, t'as la morpho, t'as les caractéristiques sportives pour aller même dans la catégorie d'au-dessus. Et regarde ce qu'on va faire, on va aller dans la catégorie d'au-dessus, on va gagner et on va prendre notre place en poids lourd parce qu'ils ont pas de poids lourd. Tu vois? Et donc, on fait ça et la première compétition, on fait un Open en Pologne, elle mène 6-0. Mais elle craque totalement, elle perd 8-6, tu vois, voilà, elle perd ses moyens, mais il y a quand même il y a quand même une base. Et du coup, on remonte. Et puis, un peu avant le Covid, il y a 2 ou 3 compétitions sur lesquelles elle est alignée avec ses concurrentes directes. Et là, elle les rencontre, elle les bat toutes l'une après l'autre. Okay. Et du coup, elle se replace sur l'échiquier. Et derrière, il y a le Covid. Et le Covid, tous les gymnases sont fermés. Seuls les athlètes de haut niveau peuvent s'entraîner. Et on se retrouve à faire un truc, la salle du temps, 3 fois par jour. J'aurais la progressé pendant le Covid, fou. 3 fois par jour, on s'entraîne de malade. On change de caté, on fait tout le travail athlétique et tout. Et puis, l'équipe de France arrive aussi à faire des stages et tout avec elle. Et quand le Covid ralentit un petit peu, il y a les premiers championnats d'Europe et tout, et elle fait championne d'Europe en moins de 73. Et donc, du coup, elle est favorite pour représenter la France au tournoi de qualification et tout. Et elle se après, elle se qualifie au tournoi de qualification et puis elle va au JO et elle fait une médaille de bronze. Tu t'es senti comment, t'étais comment quand il fait cette performance au JO, tu vois? C'était la première médaille au JO pour nous. Ouais, pour ton club. Ouais. Pour le club. En fait, moi, tu sais, moi, comment je fonctionne, je coche les cases. Ouais. Quand j'ai ouvert le club, j'ai dit, quelle va être ma première médaille départementale? Ouais. Hop, on l'a fait. Quelle va être ma première médaille régionale? Hop, championnat de France, championnat d'Europe cadet, championnat du monde cadet, et je coche les cases. Ouais. Et au final, je me dis, voilà, on a pris une médaille, ça y est, je coche la case. On a une médaille aux Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, mon club, en termes de palmarès en tant qu'entraîneur, j'ai toutes les cases. Ouais. On a toutes les cases, les grands prix, les grands slams, on a toutes les cases. Donc moi, c'était ça, c'était le fait de me dire que on coche cette case. Ouais. Pourquoi? Parce que en termes de confiance, tant que t'as pas coché une case, tu peux pas savoir vraiment l'exigence dont a besoin un athlète pour atteindre cette performance. Par exemple, aujourd'hui, le PSG n'a pas la Ligue des Champions. Ils pourront pas comprendre ce qu'est la Ligue des Champions tant qu'ils vont pas avoir cette étoile-là. Et le jour où ils vont l'avoir, là, ils vont avoir le X-Factor. Ouais. Tu vois, l'ingrédient qui manque et peut-être ils vont en gagner plein d'autres. Ah ben, c'est pareil, là. Tu vois, moi, je l'ai pris comme, ça y est, on coche la case. Ça veut dire que notre savoir-faire, il est bon. Il est reconnu. Ça veut dire que notre méthode, elle est bonne. Ouais. Ça veut dire que, tactiquement, on est présent. Mais tu sais ce que tu fais de différent des autres ou pas, tu penses? Si tu devais dire rapidement quelques mots. Oui, je vois quand même. C'est quoi, tu dirais que c'est quoi le plus qui fait la différence dans ta méthode à toi, tu vois, par rapport à... Déjà, je te disais, moi, j'ai une approche très psychologique et très mentale. Ok. Pourquoi? Parce que... Mais ça, c'est naturel ou tu l'as étudié ou tu t'es renseigné là-dessus? Je pense que c'est lié aussi à ma spiritualité, tu vois, je suis quelqu'un de très croyant. Et je pense que, tu sais, si tu donnes un sens à ce que tu fais, tu comprends mieux ce que tu fais. D'accord. Et si tu comprends mieux ce que tu fais et les raisons pour lesquelles tu le fais, t'es plus apte et plus prêt à sacrifier, à endurer, à souffrir pour atteindre ton objectif. Et ça, tu sais de le transmettre à... Ouais, beaucoup. Tu vois, regarde, moi, j'ai une anecdote, j'ai Cyriane, qui va au JO aussi. Qui va au JO. Ouais. Cyriane, c'est un Lyonnais. Ouais. Lui, il a commencé le taekwondo à 8 ans. Okay. De 8 à 14 ans, c'est le diamant pur. C'est un talent. Mais, hormis être champion de France, il n'arrive pas à faire de médailles ou passer des tours en international. Okay. Il fait le tour de tous les clubs à Lyon. Et j'ai son père qui m'observe un petit peu, parce que nous, on commençait à faire des compétitions à l'étranger,
qui m'appelle, qui me dit voilà Ekvara, bonjour et tout, je me présente, je m'appelle Cyril, mon fils, et bon bref, il est fort, il est champion, tout ça, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais qu'il vienne s'entraîner chez vous. Je dis mais comment vous voulez qu'il vienne s'entraîner chez nous, vous êtes à Lyon, on est à Paris. Il me dit bon, on va se rencontrer et tout, et puis quand il vient, il me parle de Cyriane, il me dit voilà, il est là, il s'entraîne en Belgique, il est fort. Mais moi, je regarde pas les élèves des autres, je me concentre sur les miens. Et donc, tout, comme Souleymane, lui, je l'ai eu à 4 ans, je dis, il est fort, ce gars-là. Et Souleymane, il me dit, ah si, il est fort. Et je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il perce pas? Il me dit, je sais pas. Et de là, son père me dit, voilà, moi, j'ai un projet, je veux qu'il passe des paliers, j'aimerais bien que vous travailliez sur ce projet. Et moi, je l'arrête. Je dis, écoutez, moi, mon projet, c'est Paris. Donc, si vous pensez que votre projet... C'est Paris aussi? Non, je lui dis, si vous pensez que mon projet peut aider votre projet peut intégrer mon projet. Ouais. Mais je vais pas changer mon projet pour votre projet et surtout pas travailler pour votre projet. Okay. Il me dit non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, au contraire, je veux qu'il intègre l'effectif, etc., etc. Et donc, on a fait un gros travail avec lui aussi. Sur combien d'années alors? 2016-2017, il vient avec Paris en objectif. Paris en objectif. Paris en objectif. Et il vient, il fait les premières compétitions, hyper talentueux, ça va dans tous les sens, la fougue de la jeunesse, mais ça va dans tous les sens et ça perd. Et c'est toi qui canalise en fait. Et au final, le premier Open, je me rappelle, il fait une Open, ça va dans tous les sens. C'était l'Open de Bulgarie. Ouais. Il sort, je dis écoute, je t'ai laissé combattre un peu comme tu voulais, aucune communication, je te parle, ça se voit, t'es pas lucide, t'écoutes rien, t'attends rien. Donc prochaine compétition, je vais te demander des choses très simples, il faut les faire. On arrive à la deuxième compétition, il me fait de la merde. Il comprend rien, il écoute rien, il va dans son truc, il essaye des trucs improbables. Il vient s'asseoir, on sort du combat, et je dis pourquoi t'es venu chez moi? Et il me dit pour progresser. Et je dis pourquoi t'es venu me chercher moi? Il me dit pour que tu m'entraînes, pour que tu me conseilles. Je dis alors pourquoi quand je te dis de faire A, tu me fais Z? Tu vois? Et il me dit je dis donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi t'as pas confiance en moi, tu vois, je lui dis si t'as pas confiance en moi, le problème c'est quoi? C'est que le temps que tu vas prendre à avoir confiance en moi, c'est du temps qu'on perd. Plus tu vas prendre du temps, plus on va perdre du temps. Plus tu vas t'ouvrir et tu vas te livrer, plus on va se connecter et la confiance elle va venir avec. Par contre, la prochaine compétition, si tu me suis pas, casse-toi, va ailleurs. J'ai pas de temps à perdre, tu vois. Prochaine compétition, on arrive en Croatie et il fait une super compétition. Il arrive en demi-finale. Il tombe contre un Allemand, il fait un combat de malade. Mais sur le 3e round, il part un peu, tu vois, il sort un peu de la tactique et il essaye de faire ses trucs un peu à l'ancienne. Bon, c'est une médaille de bronze. Il vient me voir. Je dis t'es content? Il me dit ouais, je suis content. Et il était un peu souriant et moi je dis écoute, t'es content mais c'est bien, mais c'est motivant, mais ça reste de la merde. Et le tour d'après, l'Allemand il gagne la compétition, il ramasse le gars. Et je dis regarde, t'étais en train de mener l'Allemand et là il gagne. Ça veut dire au lieu de venir fêter la médaille de bronze, on aurait pu fêter l'or. Donc toi, si tu te contentes du bronze, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il dit toi t'as le talent pour ramener de l'or et tu te contentes d'une bronze, c'est pas possible. Et donc du coup derrière il fait une grosse compétition, il fait l'Open, il fait le tournoi de Paris, c'est sa première grande victoire en Open. Il fait 6 combats de malade avec des Américains, des Ukrainiens, un niveau de fou. Psychologiquement en finale il est plus que dominé. À la fin du premier round on vient, je lui dis écoute, t'as peur de quoi? Après tout le chemin qu'on a fait, après tout le travail qu'on t'a fait, pourquoi tu te chies dessus toi là maintenant? Pourquoi là? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer. Il faut juste que tu te projettes en te disant que c'est un palier supplémentaire. Bon bref, je discute avec lui. Rien à voir avec les coups de pied tactiques. Juste de la psychologie. Derrière, il repart au 2e round. Il recolle au score. 3e round, on gagne. Et derrière, il gagne pratiquement toutes les compétitions qu'on fait. Et il fait sa première médaille européenne. C'était au championnat d'Europe à Marinador. Et je me rappelle, avant son quart de finale, je lui dis, qu'est-ce que ça va changer pour toi ce combat? Il réfléchit, il me dit, ça va changer tout. Je dis, tu vois, c'est ça qui va te faire gagner. Pourquoi? Parce que tu as compris que ce combat-là, il va tout changer dans ta vie. Il est parti, il a fait un super combat, il gagne, il monte sur le podium, c'est la première fois qu'il monte sur le podium. Après la sortie, je viens le voir, je lui dis, regarde, écoute, on était en 2018-2019. Je dis, Tokyo, c'est l'année prochaine. Lui, il était junior. Et je lui avais dit, le moins de 58 senior actuellement, je le sens pas.
je pense qu'il va pas y aller jusqu'à Tokyo. J'ai dit, toi, tu peux prendre ta place. Il m'a dit, tu penses et tout. Je dis, écoute-moi bien, t'inquiète pas, ça, je sais faire. Et au final, il s'est retrouvé à aller au TQO avec comme remplaçant Souleymane. Tu vois, incroyable comme histoire. C'est beau, hein, c'est beau. Et dis-toi que là où est-ce que tu vois l'engagement des athlètes. T'imagines que lui, avec ses parents, ils ont tout organisé pour qu'ils viennent. Dans les premiers temps, il dormait à l'hôtel. Hein. Pendant 10-15 jours, il dormait à l'hôtel, puis il repartait à Lyon. Tu vois. Et puis après, il a eu la chance d'avoir une tante qui habitait à Choisy-le-Roi. Et Choisy-le-Roi, c'est à 2 heures de route. Ouais, je vois. Tu vois. Regarde, pour te dire, tellement c'était loin. Et lui, il était jeune à l'époque. Il s'est fait agresser une fois dans le RER. Tu vois, t'imagines. Ouais. Et imagine que toi, que le gars, il est là, il part de chez sa famille à 14, 15, 16 ans pour ça. Et puis finalement, regarde, on y arrive. Et puis dernièrement, on fait une interview et c'était émouvant parce qu'il dit, il y a des enfants qui lui posent la question, qu'est-ce qui fait que t'arrives là? Et lui, il répond, tu vois, spontanément, il me dit, bah écoute, c'est le fait de se remettre en question parce que des fois, tu rencontres des personnes comme Ekvara, mon entraîneur, et il te dit que t'es pété. Et toi, finalement, tu te dis, ouais, peut-être qu'il a raison. Et il avait raison. Et aujourd'hui, je suis à Paris. Okay, tu vois? Donc, c'est incroyable comme histoire. Ouais, très, très cool comme histoire. Les deux histoires que tu me racontes. Tu penses que c'est possible que dans un prochain podcast après les JO, tu puisses revenir avec un de tes athlètes? Je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir reparler avec toi post-expérience. Là, on parle des JO avant, maintenant, de ta préparation. Carrément. Après, on espère, on croise les doigts qu'il y a des médailles qui rentrent. Oui. Ce serait intéressant d'avoir un épisode 2 avec un de tes athlètes et de voir aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Alors, si on veut suivre un peu ton actualité, là tu pars en village olympique. Normalement, j'attends en fait les infos de la délégation malienne, parce que moi je suis avec la délégation malienne. Je suis élu à la fédération et donc j'aurai ma casquette d'élu à la fédération française de taekwondo. Donc je serai tous les jours dans les tribunes avec tout le comité. Et le 9, j'aurai ma casquette d'entraîneur national, de coach de l'équipe du Mali. Ok. Et donc 7, 8, 9, 10, je serai à Paris, au Grand Palais. Sinon, pour suivre les actualités, moi j'ai mon Insta. Ouais, on va le noter en... Voilà, Ekvara. Je sais pas quoi, Ekvara, comme ça, son pouce, je sais pas quoi, je me rappelle plus. Et sinon, j'ai Team Make Infinity. Ok. Ça, je te transmets. Je vais mettre tes Insta. D'ailleurs, abonnez-vous sur l'Insta d'Ekvara et notre Insta aussi et notre chaîne YouTube, hein, s'il vous plaît. Je le dis jamais, mais maintenant j'y pense. Mais ok. Et si on veut s'entraîner avec toi, s'il y a des gens qui sont justement, ils veulent commencer le taekwondo, etc. La saison va reprendre à partir du mois de septembre. Ok. Et à Asnières, à partir du mois de septembre, faut venir sur place. On fait pas d'inscription en ligne ou autre. Ça marche. On veut maîtriser quand même nos inscriptions. On a les inscriptions à partir de 4 ans, même si on prend pas beaucoup d'enfants de 4 ans. À partir de 4 ans, on a 5 groupes d'enfants selon les âges. On a une équipe élite. Cette année, le gros changement de cette année, c'est qu'on va partir sur des collaborations. Okay. Chose que je faisais pas avant. Avant, je travaillais vraiment qu'avec des gens licenciés chez moi. Ok. Mais là, justement, avec le rayonnement mondial, les Jeux Olympiques et tout, je suis très sollicité quand même avec des athlètes qui viennent de l'étranger. Et donc, du coup, on va faire des collabs avec des athlètes étrangers et peut-être aussi avec des athlètes français. Donc, avec lesquels on va bosser, on va travailler un petit peu sur tout ça. C'est très ça cool. La différence. Ok, bah super. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'on a à peu près toutes les infos si on veut le suivre, on va se rejoindre. Ouais, finalement, j'ai beaucoup raconté ma vie. Je sais même pas si on a abordé le taekwondo. C'est parfait. Bah, on va en faire un deuxième épisode après les JO. Mais c'est tant mieux. Ouais. Merci beaucoup, Ekvara. Merci à toi pour ton invitation et puis plein de succès aussi pour tes podcasts. Merci beaucoup. J'arrive après un joueur de poker. Non, mais voilà. Et puis ce qui est important pour moi, c'est d'être inspirant. Ouais. Voilà, ce que je dis à mes athlètes là, les 4 qui sont là-bas, je leur ai dit, voilà, oubliez pas qu'il y a plein d'enfants qui vous regardent, il y a plein de gens qui vous regardent, et votre capacité à inspirer des gens et être un modèle pour les gens, c'est important. Soyez un bon champion. Soyez pas un champion con, égoïste, centré sur lui-même. Soyez un champion qui soit utile, qui ont marqué l'histoire. On se rappelle des athlètes pendant la période du Black Panthers qui ont levé le poing. Voilà, les JO, c'est une soyez un athlète olympique de cette trempe-là. Ne soyez pas un athlète médaillé, mais qui court après les sponsors et les sous, quoi.